Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Excellence, Monsieur le Gouverneur, la population du Nord Kivu, à travers les organes de presse, voudrait écouter votre message pendant votre passage ici au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nous aurons une très bonne occasion à pouvoir poser quelques questions et pour que la population sache effectivement quel message vous avez dans votre judiciaire. Je vous remercie. Bien entendu, nous allons également donner la parole au gouverneur pour qu'il présente notre hôte démarche. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes heureux de recevoir ce jour son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, le ministre belge des Affaires étrangères, qui est dans une tournée telle que vous êtes en train de le suivre, et qui fait partie des acteurs importants dans cette région des Grands Lacs, parce que de par même le pays dont il est issu, l'histoire entre son pays et le nôtre est une histoire ponctuée de beaucoup des moments que vous connaissez. Il n'est pas donc besoin de commencer à le présenter ou à lui présenter la République démocratique du Congo qu'il connaît si bien. Nous voudrions donc, au nom de toute la population, lui souhaiter la bienvenue et surtout le remercier de tous les efforts que la communauté internationale ne cesse de faire pour appuyer le processus de paix de notre pays de manière à ce que nous puissions sortir de ces bourbiers. Je voudrais donc, encore une fois, au nom de toute cette population, particulièrement celle de la ville de Goma, qui vous accueille, vous dire merci, et la population attend le message que vous voudrez bien lui donner à travers les médias. Merci. Je veux d'abord remercier Monsieur le Gouverneur pour son accueil. À peine descendu du bateau, nous étions reçus ici. Et je crois que c'est une bonne chose de pouvoir se rendre compte de la situation concrètement sur le terrain avec des autorités qui sont en prise avec le développement, mais aussi malheureusement avec la situation de conflit que l'on connaît aujourd'hui. Lors d'une visite précédente au Congo au mois de mars, j'avais souhaité évoquer l'idée de venir visiter d'autres provinces du Congo, ce que j'ai fait en allant au Katanga, ou au Machi, mais aussi en venant dans les deux Kivu, dans le sud et dans le nord. Je ne pensais pas, Monsieur le Gouverneur, que cette visite serait placée sous le signe d'une pacification et d'une tentative de pacification avec l'intensification des conflits que l'on a connus ces derniers temps. Alors, je voudrais d'abord vous remercier aussi de la présentation que vous venez de nous faire, de manière très détaillée et documentée, de la situation dans la province et de la situation telle qu'elle évolue au fil du temps, avec heureusement ces derniers temps une accalmie en termes de violence ou de conflit en tout cas direct, mais cela étant une préoccupation très forte pour la présence de groupes armés sur le territoire et de groupes armés qui ont encore des volontés très fortes en matière d'action sur le terrain. Je voudrais évoquer brièvement ce que nous venons d'ailleurs d'évoquer entre nous. Le premier élément, c'est bien entendu la condamnation absolue qui est celle de la Belgique, mais aussi, je crois, de la communauté internationale, à l'égard de toute rébellion ou de toute volonté de s'opposer aux autorités démocratiques de la République démocratique du Congo et de porter atteinte à l'intégrité de son territoire. Cela vise bien entendu le M23, mais ça peut viser aussi d'autres groupes qui auraient le même type d'attitude. La condamnation est absolue en la matière. La deuxième démarche, c'est de se dire qu'il y a un travail à réaliser, et je l'ai évoqué avec le président de la République, comme je l'ai évoqué avec le Premier ministre, avec mon collègue des Affaires étrangères et avec les gouverneurs des différentes provinces traversées. Il y a un travail important à faire de consolidation de l'état de droit du côté de la République démocratique du Congo. Cela passe par des réformes qui sont en cours, mais ça passe par des réformes aussi dans l'administration, dans la justice, dans la police et dans l'armée. Et je pense que nous partageons, et je me rends compte de province en province que la réflexion est réellement commune aujourd'hui, nous partageons cette idée que une des erreurs commises probablement ces dernières années, et parfois d'ailleurs à l'initiative et à la demande de la communauté internationale, a consisté à négocier et à intégrer systématiquement des rebelles, des mutins, dans les forces armées congolaises. On ne peut pas impunément, sans cesse, agir de la sorte, je l'avais dit en rencontrant le président de la République, à force
d'intégrer des indisciplinés, on a finalement intégré l'indiscipline. Il faut retrouver une logique de force armée congolaise ayant une seule et même logique de commandement et un seul objectif, et non pas une sorte d'accumulation parfois de seigneurs de guerre qui croient pouvoir prendre possession d'une partie du territoire. Il faudra y être attentif, on parle de négociation. Je crois en tout cas qu'on ne peut plus imaginer de terminer un conflit par une intégration dans les forces armées systématiquement de forces rebelles ou de forces opposées. On peut d'ailleurs imaginer plutôt d'utiliser des personnes à d'autres fins que des fins de sécurité, et peut-être à d'autres endroits, parfois que dans leur propre région ou leur région d'origine. C'est un enjeu important pour la République démocratique du Congo, et je voudrais confirmer que la Belgique est tout à fait prête à poursuivre et à intensifier son effort en la matière. J'ai évoqué avec le ministre de la Défense la capacité d'accélérer encore des efforts de formation que nous menons auprès des forces armées congolaises. Je crois que c'est un enjeu important. L'élément complémentaire que je voudrais aussi évoquer, c'est que la Belgique continuera à travailler avec le Congo comme son premier partenaire en matière de développement. Dans les visites que je viens d'effectuer, j'ai eu l'occasion de voir les efforts qu'en commun nous avons pu développer, parfois avec d'autres partenaires humanitaires, pour intensifier les efforts sanitaires, pour ne prendre que cet exemple. À côté de Bukavu, à Panzi, l'hôpital est fortement soutenu par les autorités belges. Je viens de voir les efforts qu'avec l'ordre de Malte nous développons sur l'île d'Idjoui. Et vous m'avez rappelé qu'hier encore, on inaugurait ici à Goma un centre de transfusion sanguine en collaboration avec la coopération belge. Et je tiens à confirmer que nous allons poursuivre évidemment dans cette voie aussi de collaboration, de coopération. Le Congo, je le répète, est notre premier partenaire en développement, et on envisage des sommes qui tournent autour de 120 millions d'euros chaque année de soutien à travers l'aide au développement. Je n'évoque évidemment pas les remises de dettes qui sont des opérations exceptionnelles. L'élément suivant, c'est l'intégration régionale. Et j'y reviendrai en conclusion, mais l'intégration régionale, c'est probablement la seule façon, à moyen long terme, de régler définitivement les problèmes de violence et de conflit dans l'est du Congo, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres régions. Je l'ai dit, je l'ai rappelé au président de la République, nous n'avons pas de leçons à donner en venant d'Europe, mais on peut faire part d'une expérience. Pendant des siècles, les Européens se sont fait la guerre. Notre pays a été un champ de bataille. On va célébrer, ou plutôt commémorer, en 2014 le début de la Première Guerre mondiale 100 ans plus tard. Et pendant cette Première Guerre mondiale, les champs de bataille principaux étaient sur notre territoire. Je le rappelais tout à l'heure au gouverneur du Sud Kivu, quand la ministre de la Justice m'a parlé du code Napoléon pour son application au Congo, je lui ai rappelé que même Napoléon avait terminé ses batailles à Waterloo sur notre territoire. Donc nous avons été un champ de bataille permanent, et puis on a tenté de développer l'intégration régionale, les contacts avec les voisins. On ne choisit pas ses voisins, mais on apprend à vivre avec, on apprend à travailler avec. Et je suis heureux de constater ici, comme au Sud Kivu, parce que vous me l'avez confirmé, que les populations continuent à travailler ensemble, que des jeunes Rwandais traversent la frontière pour venir étudier dans les universités à Goma, que l'on commerce entre les deux provinces de part et d'autre de la frontière, et que l'on développe aussi des activités. On va s'installer, on va acheter ou louer un immeuble ou un appartement, et vous avez des contacts réguliers avec votre homologue, le gouverneur de la province voisine. Alors, c'est un élément important. Un élément tout aussi important, c'est de demander dès lors à des voisins de ne développer aucune ingérence sur le territoire de la République démocratique du Congo. J'aurai l'occasion demain et après-demain de m'entretenir avec les autorités rwandaises, je le ferai avec d'autres voisins, je l'ai fait ces derniers temps. Il est évident que l'on doit être très ferme sur l'impossibilité pour quelques pays voisins que ce soit de participer directement ou indirectement à une mise en cause de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce qui signifie que si, comme je le suppose, les autorités rwandaises me répètent ce qui m'a déjà été dit par plusieurs responsables ces dernières semaines, que le Rwanda n'est pas parti au problème. Vous savez que j'ai utilisé
la formule de dans ce cas, il faut alors être parti à la solution. Et il faut le démontrer par des actes concrets. La participation aux réunions internationales dans la région qui ont conduit à l'idée de mise en place d'une force internationale neutre va dans ce sens. Je crois que c'est sur cela qu'il faut travailler, au départ de la MONUSCO et probablement de participation d'autres pays de la région qui sont prêts à intensifier leur action pour pacifier les provinces, et en particulier la province du Nord Kivu. Et puis, je reviens à l'intégration régionale. Au-delà des relations entre les populations, il y a probablement à l'origine de beaucoup de tensions les ressources naturelles. J'évoquais tout à l'heure, en discutant, le fait que j'entends régulièrement répéter maintenant qu'une partie du Congo devient une sorte de bijouterie à ciel ouvert. Il faut commencer à l'organiser, à la sécuriser et à rappeler que lorsque les ressources sont sur un territoire, c'est à l'autorité de ce territoire de s'en occuper. Si des ressources se trouvent dans des zones frontalières, il y a peut-être des débats à mener avec des voisins sur la manière de les exploiter. Donc je souhaiterais que dans les prochains jours, on ait l'occasion aussi de débattre de la manière d'avoir un agenda sur la relation interrégionale, sur la relation avec des voisins. Mais je le répète, notre première priorité, c'est la pacification, c'est faire comprendre à tous les acteurs, quels qu'ils soient, qu'il faut pouvoir vivre en paix, et que dans cette paix, le territoire congolais doit être intégralement respecté. C'est un principe de base, il n'y a pas question de transiger sur cela. Je crois que la position non seulement de la Belgique, mais la position internationale est très ferme sur ce sujet. Merci. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, vous avez présenté un très bon message à la population du Nord Kivu. Nonobstant, la presse voudrait poser 2 à 3 questions. Non. Nous allons par série. On commence par Dacruz de la RTGA. Vous avez écrit quelque part? Nous allons chuter avec notre ami. Monsieur le ministre, à qui pense la Belgique de la force internationale neutre? Est-ce que vous l'appuyez ou comment? Quelle est la position de la Belgique par rapport au soutien des pays voisins qui soutiennent la mutinerie dans l'est du pays? Et pensez-vous que condamner suffit seulement? Les procédures judiciaires ne sont pas garanties. Et enfin, dernièrement, lorsque j'étais à Kinshasa, vous avez appelé la majorité et l'opposition à se mettre ensemble pour résoudre la crise qui secoue l'est du pays. Pourquoi ça? Est-ce que pensez-vous que la majorité va céder un espace à l'opposition pour qu'elle s'exprime? Alors, plusieurs choses dans ce que vous demandez. D'abord, la force internationale neutre, je le disais, nous soutenons totalement la démarche, d'autant que cette démarche est une démarche issue des pays de la région. Et quels que soient les conflits à travers le monde, on doit s'appuyer sur une démarche d'abord venant des pays concernés, des pays de la région. C'est vrai partout. Dans la région des Grands Lacs, moi je me réjouis qu'il y ait une position commune pour aller vers cette force internationale. Je le répète, cette force pour nous doit s'organiser au départ de la MONUSCO et nous soutiendrons cette force comme nous soutenons d'ailleurs déjà les activités de la MONUSCO. Je l'ai rappelé, nous sommes prêts à renforcer des efforts de formation. Il y a aussi des soutiens logistiques qui sont déjà présents et qui peuvent encore être redéployés. Mais c'est une logique que nous soutenons complètement. Et donc j'espère que d'autres partenaires d'ailleurs agiront de la même manière pour qu'on puisse rendre étanche la frontière de la façon la plus rapide possible. En ce qui concerne les pressions doivent être les plus fortes possibles pour rappeler le principe. Ce n'est pas simplement une logique de condamnation comme je l'ai entendu, c'est d'exiger qu'il n'y ait effectivement pas de soutien extérieur à des groupes rebelles sur le territoire congolais, ce qui signifie qu'il faut montrer une phase active, une phase positive à la démarche. Faire en sorte que l'on voit clairement qu'il y a une volonté de ramener la paix sur le territoire. Et quand on parlait de sanctions, on évoque donc la logique de l'immunité ou de l'impunité. Il n'est pas question de concevoir une quelconque impunité, surtout lorsque l'on voit la gravité des violences commises sur les populations civiles, et en particulier, je l'ai encore constaté ces dernières heures, ces derniers jours, les violences commises sur des femmes, sur des enfants, dans ce type de conflit, et j'ai notamment beaucoup insisté sur les violences sexuelles à l'égard des femmes.
quand on voit ce type de situation, il est évident que l'impunité n'est pas envisageable. Donc il y a déjà des démarches de mandat d'arrêt, il y en aura d'autres, et il y aura des procédures à mettre en place pour que l'impunité ne puisse pas exister. Enfin, pour la démarche entre la majorité et l'opposition, simplement, je crois que dans une période de tension très forte, et notamment de conflit armé dans une partie de la République, il est important que le dialogue ait lieu entre la majorité et l'opposition. Et je l'ai rappelé aux leaders de l'opposition, comme d'ailleurs aux membres du gouvernement ou au président de l'Assemblée nationale, qui est en visite d'ailleurs aussi à Goba. M. Bidagou, je l'avais vu à Kinshasa et j'ai appris qu'il était présent ici aussi. Mais je l'ai dit au président de la République, et en particulier, il conviendrait que rapidement l'opposition se mette d'accord sur la désignation de son porte-parole et qu'il puisse y avoir un véritable dialogue. Il y a déjà eu, je crois que le gouverneur y a participé, une réunion d'un conseil consultatif très large, mais l'opposition parlementaire a un rôle spécifique à jouer, et dans une période de conflit sur une partie du territoire de la République, je crois qu'il est très important que l'on puisse organiser ce dialogue entre la majorité et l'opposition. Il faut évidemment pour cela que l'opposition se choisisse un porte-parole. J'espère que ce sera fait dans un délai le plus bref possible. Une troisième question, si vous me permettez, Excellence. Auster Malivika de la Voix de l'Amérique. Je voulais savoir la position de la Belgique par rapport à la rébellion dans la partie est de la RDC. Quelle solution peut être prise pour ramener la paix dans cette partie? Deuxième question. La Belgique dernièrement a interdit l'exploitation de pétrole dans le lac Édouard, dans le parc national de Virunga. Cela aussi ne peut pas être à la source de cette guerre. Merci. Alors deux choses. D'abord, je ne vais pas répéter l'ensemble de la position concernant la situation dans l'Est. Je voudrais dire que la position de la Belgique a été très claire dès le départ, en insistant sur la nécessité, tout d'abord, pour la communauté internationale d'être présente et de rester présente en République démocratique du Congo. Je me souviens que lorsque j'ai choisi de me déplacer à Kinshasa au mois de mars, c'était à la suite d'un processus électoral en novembre de l'année dernière qui avait provoqué beaucoup de réactions dans la communauté internationale. Et dans la communauté internationale, beaucoup ne souhaitaient pas qu'on soit encore présent de manière aussi forte en République démocratique du Congo. Je suis très fier d'avoir pu convaincre un certain nombre de partenaires de suivre le même chemin que celui que nous avons emprunté au mois de mars, c'est alors de dire qu'il faut continuer à travailler au bénéfice de la population du Congo et qu'il faut continuer à dialoguer avec les autorités congolaises pour que des réformes se mettent en place. Et dans l'Est, je veux juste rappeler cela, du côté congolais, je pense que les efforts à réaliser, ce sont effectivement d'abord des efforts de réforme. Des réformes, je l'ai dit, de l'armée, de la police, de la justice, de l'administration, installer l'état de droit. On doit accompagner, mais ça passe par des réformes importantes à décider par les responsables congolais eux-mêmes. À côté de cela, je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur la nécessité de demander à tout pays voisin de s'abstenir de toute ingérence sur le territoire. Mais ça passe évidemment pas seulement par des déclarations, ça passera par des actes très fermes au cas où ce type d'ingérence est constaté. Alors pour ce qui concerne votre autre question, je dirais deux choses. Nous sommes très préoccupés, bien entendu, par l'évolution des exploitations illicites dans un certain nombre de domaines, notamment dans le parc des Virunga, parce que cela porte sur des exploitations qui n'étaient plus possibles ces dernières années. Je pense à l'Ivoire, on a vu de nouveau des massacres d'éléphants, on voit du tourisme illégal s'organiser en dépit du bon sens au sein du parc, on voit de l'exploitation de toutes les ressources naturelles, de la pêche, de la chasse ou autre à l'intérieur du parc. Mais au-delà de cela, j'avais signalé la préoccupation de la Belgique concernant de possibles explorations pétrolières. J'ai donc écrit à mon collègue britannique William Hague à propos des autorisations qui semblaient être utilisées par la firme Soko en la matière. Et nous sommes très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de violation des décisions prises notamment au niveau de l'UNESCO en la matière. Plus fondamentalement, et nous en avons parlé tout à l'heure, il est évident que l'exploitation des ressources naturelles dans une province comme le Nord Kivu est un des éléments à la base
probablement de beaucoup de mouvements armés et de beaucoup de rébellions, la façon de vouloir s'accaparer des ressources naturelles. Et c'est la raison pour laquelle je répète que l'instauration d'un état de droit et d'une capacité de gérer ces exploitations de ressources naturelles de manière correcte, en respectant les règles environnementales, en respectant le principe du développement durable, ce sont des éléments fondamentaux, mais cela passe par une capacité de l'État congolais d'assumer sa responsabilité sur le territoire. Vous avez semblé minimiser la suspension de l'aide des États-Unis d'Amérique au Rwanda. Les $200 000 ne semblent pas faire une pression importante, d'après vous. Après l'Union européenne, la Belgique préside l'Union européenne. Quel message que vous allez apporter au sein de l'Union européenne pour que les sanctions soient prises à l'égard du Rwanda? Vous avez parlé aussi de certaines poursuites judiciaires, connaissant bien que le Rwanda ne fait pas partie des partis comme étant signataire des traités de Rome. Allez-vous saisir le Conseil de sécurité pour que les sanctions judiciaires soient prises à l'égard du Rwanda? Merci. Alors deux choses. D'abord sur l'appréciation concernant les déclarations qui ont eu lieu ces derniers temps. D'abord je constate les faits sur le terrain d'un certain nombre de déclarations de suspension. J'ai simplement voulu ramener à sa juste réalité un certain nombre de propos. Quand on suspend une aide de $200 000, je ne suis pas sûr que cela fasse bouger fondamentalement d'attitude un gouvernement. Mais on peut avoir un avis différent, en tout cas c'est le mien, c'est peut-être lié au fait que j'ai été 12 ans ministre des Finances et que je sais à peu près ce que représente $200 000 quand on a affaire aux enjeux qui sont ceux du Rwanda aujourd'hui. Deuxième élément, beaucoup plus concrètement, quand je dis cela, je veux surtout faire entendre qu'il y a lieu d'avoir une position commune et que systématiquement je fais tout pour que l'Union européenne adopte des conclusions communes et si possible que le Conseil de sécurité fasse de même aux Nations Unies, dont nous ne sommes pas membres, ni membres permanents, ni membres tout court pour le moment, mais il faut essayer d'adopter des positions communes. Je pense que les actions en ordre dispersé ont souvent comme conséquence d'être à l'avantage de ceux que l'on veut influencer. On peut utiliser alors les activités des uns et des autres. Pour ce qui concerne la Belgique, aucune porte n'est fermée. Il n'y a aucune raison que nous rejetions quelque type de moyens de pression ou d'action que ce soit. Mais je dois simplement dire que autant j'ai veillé au début de cette année à ce que la communauté internationale renoue des contacts avec la République démocratique du Congo, malgré tout ce qui avait été dit des élections du 28 novembre de l'année dernière, autant vous me permettrez d'abord rencontrer les autorités rwandaises, ce que je vais faire dans les prochains jours, avant de tirer des conclusions. Je crois que c'est la moindre des choses d'avoir un contact direct avant de tirer une quelconque conclusion. Pour ce qui concerne les problèmes d'impunité, il y a déjà des mandats d'arrêt qui ont été délivrés dans le cadre de plusieurs situations autour et alentour des violences en République démocratique du Congo. Il y en aura probablement encore d'autres à l'avenir. C'est un débat qui aura lieu au Conseil de sécurité. Excellence, Monsieur le ministre, ici vous arrivez presque à la fin de notre point de presse. Si vous l'autorisez, j'ai accordé la parole à tous les journalistes. Une petite question, excellence, Monsieur le ministre de l'Affaires étrangères. C'est un constat de la population. La colonie française, lorsque elle est en difficulté, par exemple en Afrique, on voit la France intervenir directement, même militairement. Pourquoi cela n'est pas le cas pour la Belgique avec son pays, le Congo, un pays avec lequel il a signé juste une paternité il y a de cela au moins 30 à 50 à 60 ans. Merci. Je voudrais d'abord relativiser à nouveau les propos, parce que vous parlez d'un grand pays voisin de la Belgique. Il y a eu des interventions militaires dans le passé qui n'ont pas toujours conduit à des situations idéales, y compris dans des voisins très proches. À côté de cela, je voudrais simplement dire que nous sommes présents. Et nous sommes présents au Congo à travers de la logistique, à travers de la formation, et je crois que la formation que l'armée belge a pu organiser auprès des forces armées congolaises a été saluée par tout le monde. Elle est tellement saluée qu'on en redemande. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes prêts à encore intensifier la démarche en la matière. Mais de là à imaginer des interventions militaires sur le terrain
exclusivement des pays qui ont joué un rôle dans le passé, je crois que ce serait une très mauvaise solution. Je l'ai dit, je privilégie les demandes venant des pays de la région. Et je rappelle que les présidents des pays de la région, en ce compris le président Kabila, ont signé des textes demandant une force, non pas belge, mais une force internationale. Et si je ne me trompe, la demande de la République démocratique est que cette force internationale soit organisée au départ de la MONUSCO, avec peut-être d'autres partenaires de la région en complément. Mais la Belgique fera évidemment sa part du travail, comme je l'ai dit, que ce soit sur le plan logistique ou en termes de formation. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Merci, Excellence.